Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Donc, bonjour Isabelle Rodier, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast. Je voulais tout d'abord vous demander de me raconter votre parcours, comment vous étiez arrivée à la teinture végétale. Bonjour à tous. Alors, comment je suis arrivée à la teinture végétale ? Bon, moi j'ai un parcours personnel où j'ai été formée dans l'école où j'enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire que j'étais formée à l'ENSAD, l'école des Arts Déco à Paris, dans le secteur textile. Alors c'est une école comme d'ailleurs toutes les écoles d'art appliqué, les écoles supérieures d'art appliqué qui a évolué normalement en suivant l'évolution de nos métiers. Quand moi j'ai été formée, il y avait vraiment la vocation, elle existe encore, mais elle a beaucoup évolué, la vocation d'être très en lien avec l'industrie. C'est-à-dire que on est formé et on forme aussi encore potentiellement aujourd'hui des designers qui seront des créateurs et des donneurs d'ordre pour la fabrication. Art appliqué, c'est-à-dire ce sont des arts appliqués à l'industrie. C'est le sens des arts appliqués. Donc, on forme pas du tout des ingénieurs textiles, on en est bien loin. Mais il faut, et j'ai été formée pour ça, il faut être en capacité de dialoguer avec les gens qui vont fabriquer les projets, les tissus. C'est d'ailleurs ce qui est absolument passionnant. Et donc, il se trouve que quand moi j'ai été formée, il y avait encore potentiellement pas mal d'industries textiles en France. Et au moment précis où moi j'étais formée, on pouvait même se spécialiser dans ce qui était impression et teinture. Aujourd'hui, nos étudiants, ils sont plutôt très pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'ils sont formés aussi bien sur la teinture et l'impression, ce qu'on appelle l'ennoblissement, mais le tissage et la maille. Donc ça fait pas mal de choses. Ce qui d'ailleurs, voilà, les rend très mobiles, très pluridisciplinaires, qui posent d'autres problèmes parce que effectivement, ça fait beaucoup de choses à acquérir en un temps relativement court et du coup plus compliqué d'approfondir. C'est un peu le grand souci de nos formations, voilà. Mais elles ont d'autres qualités, celle de rendre les gens très mobiles et de savoir, de comprendre. Voilà, toutes les possibilités de fabrication entre l'idée et un produit qui soit plutôt textile, mais le temps pour approfondir nous manque très nettement. D'accord. Donc moi j'ai été formée, voilà, de cette manière-là, avec beaucoup plus de temps, c'est vrai, puisque c'était l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, toutes les choses se faisaient manuellement, et finalement les domaines de compétences qu'on devait acquérir était moindre. On pouvait être très focalisé, passer du temps plus sur nos techniques. Et puis derrière, très rapidement, justement, on avait une approche qui était encore plus dans le faire, dans le mettre les mains dedans, parce qu'on avait le temps de développer ça et de prendre le temps de comprendre et de prendre le temps de patauger aussi et de saisir un petit peu toutes les ficelles. À ce moment-là, voilà, on va dire que c'est comme ça que j'ai été formée. D'ailleurs, ça nous donnait, c'est ce qui a vraiment modelé mon parcours, et d'ailleurs ceux des gens avec qui j'ai été formée à ce moment-là, ça nous a donné envie, nous, d'être des créateurs qui avaient ce rapport très direct à « je fais ». Donc, on est sorti des arts déco, on va dire propulsé un tout petit peu, aidé par nos enseignants qui nous aimaient bien. Bon, on a été un petit groupe comme ça et on a eu l'occasion de récupérer une table d'impression parce que les usines en France fermaient les unes derrière les autres. On était déjà bien avancés dans l'époque de la désindustrialisation du textile en France
Et donc les usines fermaient les unes derrière les autres. Et par l'intermédiaire de notre cher professeur de justement d'impression et d'ennoblissement et de teinture que j'ai remplacé après beaucoup plus tard quand elle a pris sa retraite, on a récupéré avec un petit groupe d'étudiants où on était très soudés une table d'impression. Et ça nous a propulsés parce que nous, nos premières collections, on les a réellement prototypées, imprimées. Avec les moyens du bord, dans un côté très low cost, on va dire, low tech, pas low cost, low tech, pardon. On avait la table, certes, mais on n'avait pas grand chose d'autre, et ça a été nos premières collections. On a monté un collectif de créateurs qui avait cette particularité de penser le design en même temps que sa fabrication. Et ça a été, c'est aussi une époque, hein, mais effectivement, il n'était pas question d'imprimer avec 8 ou 10 cadres. Il fallait que ça tienne en 1 ou 2 cadres. On n'avait pas ni les moyens, ni voilà. Donc ça a modelé comme ça notre rapport au textile d'une façon très particulière. Et donc ce collectif qui a eu comment dire, une reconnaissance dans les années, fin des années 80, jusque, voilà, un peu plus tard, mais pendant une bonne dizaine d'années, une reconnaissance un peu particulière, collectif qui s'appelle Robert Le Hérault. Il avait cette particularité. Nos premières collections, on est allé voir les éditeurs, elles étaient fabriquées. On avait fait le choix du support, on avait fait beaucoup de choses. Et l'éditeur à l'époque, Nobilis, a repris exactement ce qu'on avait initié dans la manière de faire. Les imprimeurs à l'époque, ils étaient un peu catastrophés parce que ils avaient essayé d'imprimer des tissus qui avaient le moins de mains possible, c'est-à-dire le moins de toucher possible, avec des encres qui rentraient le mieux dans le tissu. Et nous, avec nos moyens du bord, on n'avait pas la possibilité d'imprimer aussi bien techniquement. Donc on était revenu, on avait tiré parti pris d'une manière d'imprimer qui était avec au contraire une pâte, presque une peinture. Alors, les imprimeurs, ils étaient un peu surpris de ce côté très low-tech et très minimaliste des moyens. Mais ça a fonctionné, ça a super bien fonctionné voilà, ça correspondait à l'ère du temps. On était un peu à l'inverse de l'ère du temps. Enfin, d'une certaine manière, parce que le tissu d'ameublement, à cette époque-là, on était vraiment dans la réédition de tissus 19e, 18e, etc. Nous, on arrivait, on a collé des anges, des personnages, on était vraiment parti dans une autre écriture. En tous les cas, ce rapport au faire, au fabriquer est extrêmement important. C'est comme ça que nous, on a été formés, et c'est comme ça qu'on essaye quand même toujours de former nos étudiants. Donc à la pratique. À la pratique. C'est-à-dire passer de l'idée à la réalisation. C'est vraiment ce qui caractérise nos écoles d'art appliqué, qui est un peu menacée aujourd'hui, parce que il faut quand même dire que les enseignants dans pas mal d'écoles d'art appliqué se voient leurs moyens réduits de plus en plus. Les ateliers qui fondent, le temps d'atelier qui fond, c'est-à-dire que les directives du ministère de l'Éducation et les écoles qui dépendent du ministère de l'Éducation, c'est pas la nôtre, hein, c'est pas le cas. D'accord. C'est pas marrant. C'est pas marrant parce qu'effectivement, ça fond comme neige au soleil. C'est-à-dire que les temps d'atelier, les temps de formation sur la pratique sont jugés anecdotiques. Voilà. Or, c'est primordial. Donc, ces écoles-là, effectivement, ces formations textiles dans ces écoles-là ont de moins en moins de moyens, ont de moins en moins de temps pour aller sur le côté pratique. Il y a 2 écoles, la nôtre, effectivement, où on dépend du ministère de la Culture. Globalement, nos moyens et notre temps sont moins menacés. On a d'autres problèmes parce qu'il y a tellement de choses à acquérir que de toute façon, mais c'est pas l'école qui nous coupe le temps d'atelier ou c'est pas du tout une volonté. Au contraire, la volonté est de maintenir et de développer ce temps de pratique, de savoir-faire. Et puis il y a l'ENSI qui est aussi quand même une école, alors elle qui dépend
plutôt du ministère de l'Industrie, et qui a un rapport à la fabrication et au faire et à la compréhension de la fabrication qui est très importante, mais où en textile ils sont beaucoup plus proches du tissage et de la maille, beaucoup moins, très peu de l'impression et de la teinture. Ils n'ont pas la structure des ateliers. Voilà. Donc d'accord. Là, on est déjà un tout petit peu, on avance un petit peu dans les questions qui auraient pu venir après, mais qui sont les écoles. Voilà. Donc, on a la chance, nous, d'être une école où, depuis que je l'ai faite et depuis bien avant, en textile, il y a un atelier d'ennoblissement, qui est un merveilleux atelier, qui a été encore presque plus merveilleux quand moi j'y étais, parce il y avait plus de place, moins d'étudiants, et on avait un atelier qui était encore plus grand. Aujourd'hui, la bataille des mètres carrés fait que on est un peu serré, mais néanmoins c'est un très bel atelier. Et est-ce que c'est pardon. le même atelier, je vous coupe, que Clément Bautier a utilisé pour son mémoire de fin d'études? Il en parle dans l'épisode qu'il a enregistré. D'accord, ok, je fais le lien. Ok, voilà. super. Voilà. Okay. Donc après mon parcours professionnel, où je vous dis, j'ai toujours été, alors d'abord au début dans ce côté collectif de créateurs, imprimer quoi qu'il se passe, teindre, on teignait pas trop, mais imprimer quoi qu'il se passe, soit prototyper, soit même réaliser des pièces uniques, des décors. On a beaucoup été dans la fabrication. Et du coup, moi, pour ma compréhension, c'est ce qui se passe dans les cadres, c'est ce qu'ils appellent sérigraphie. Sérigraphie, voilà. Ok. Alors, et donc vous mettez un genre, vous découpez un modèle. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe, parce que j'avoue, c'est nouveau pour moi. Bon, d'accord. Alors, la sérigraphie, disons qu'on utilise souvent le mot sérigraphie pour parler du papier. Et pour l'impression textile, on parle d'impression au cadre. Mais en fait, c'est la même chose. Cadre. Okay. Voilà. Disons que le jargon textile, on dit pas trop sérigraphie. La sérigraphie, le mot, il est plutôt utilisé pour le papier, pour l'édition papier. Mais en fait, c'est la même chose. Le principe, en fait, très élémentaire, c'est que on va fabriquer un type de pochoir. Vous pouvez peut-être avoir l'image des pochoirs japonais, par exemple, les katagami, ou voilà. Le principe, c'est d'une manière ou d'une autre, on va fabriquer un pochoir. Chaque couleur vue sur le tissu fait l'objet d'un cache, d'un pochoir différent. Dans les temps, effectivement, ou dans les régions, si on prend l'image des katagami japonais, c'est du papier qui est découpé avec un tout petit lame du scalpel. Ça a été comme ça aussi, on peut tout à fait le faire d'une manière comme ça, très empirique, on peut le faire comme ça fonctionne. Ensuite, la question, c'est que une fois qu'on a ce pochoir, d'une manière ou d'une autre, comment on va étaler l'encre d'impression, qui est, et là il y a une différence fondamentale entre ce qui est de l'ordre du pigment, c'est-à-dire une couleur qui ne se dissout pas dans l'eau, qui va rester en surface du tissu et qui va avoir un liant d'une manière ou d'une autre pour accrocher le tissu, soit on va utiliser une encre qui est un colorant. De même, elle va avoir un liant, toute une formule chimique qui lui permet d'une part de tenir dans le tissu, de faire une liaison chimique avec la fibre, et aussi qui va avoir un liant, une pâte, une épaisseur, pour pas que ce soit un truc complètement liquide, mais à l'intérieur duquel la couleur est dissoute dans l'eau et elle a la faculté, la capacité de colorer la fibre, donc de rentrer dans la fibre. D'accord. Je me souviens qu'à la formation de Michel Garcia, le dernier jour, il faisait un genre de pâte avec de la goire, si je dis pas de bêtises, un épaississant, et donc c'est ça qu'on étale en haut du cadre et qu'on vient racler avec avec une raclette, Une raclette, ok. Exactement, tout simplement. Donc en fait, la technique d'impression au cadre et après toutes les techniques d'impression sur textile qui en découlent, jusqu'au numérique, où là, il a été vraiment très différent. Mais c'est une manière d'avoir un pochoir et ensuite d'avoir une encre qui soit épaissie, qui soit contienne du pigment, soit qui contienne du colorant. Mais de toute façon, elle va avoir une certaine consistance et on va l'étaler sur ce pochoir d'une manière ou d'une autre. Alors, la grande invention de la sérigraphie, on va dire, et de ce cadre, c'est que on tend une toile avant c'était une soie et puis maintenant c'est des polyesters, mais on tend une toile
très résistante, très fine, sur un cadre très tendu. Et ensuite, on va se débrouiller pour que ce pochoir, ce soit pas quelque chose en papier, mais qu'on occulte le tissu, hein, la soie ou enfin voilà, aujourd'hui, qu'on occulte ce polyester pour que à certains endroits du dessin il soit ouvert et à certains ce soit fermé. Ce qui permet, en étalant l'encre, elle passe que dans les endroits ouverts. D'accord. Donc c'est un pochoir aussi d'une certaine manière. Mais et après, là où la sophistication est arrivée, c'est que par un système de produits photosensibles, ce dessin, il est reporté sur la toile, le tissu, par un système photosensible qui permet d'avoir une extrême finesse, c'est-à-dire d'avoir des matières, des trames, des détails absolument incroyables qu'on aurait très difficilement si on devait découper tout à la main, comme le font les Japonais, qui arrivent quand même à avoir un système, enfin une finesse incroyable. Mais disons qu'aujourd'hui, on est passé à un système photosensible. Et là, on est sur un cadre plat. Notre atelier à l'école aux Arts Déco nous permet de faire ces fameux cadres plats avec une assez grande finesse par un système photosensible. Aujourd'hui, dans l'industrie, on n'est quasi plus sur des cadres plats. On est sur mais c'est le même système, des cadres rotatifs, des cylindres, et maintenant c'est plus de la toile, c'est une toile métallique. Enfin, je veux dire, on est allé un peu plus loin, mais ça reste toujours le même principe. Et par un système de report photosensible, on va reporter un dessin. Mais globalement, c'est toujours un peu le même sujet. C'est-à-dire qu'il y a de l'encre qui va passer dans un cadre plat ou dans un cylindre, qui est obturé à certains endroits, ouvert à d'autres. Et les endroits où il est ouvert, pâte colorée va être répartie par une raclette de manière le plus homogène possible pour se déposer sur le tissu. Ah, c'est très clair. Selon vous, qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de colorants naturels et de cette technique de cadre plat à des colorants peut-être de synthèse et des techniques cadre rotatif? Alors, c'est essentiellement économique, c'est essentiellement des gains de temps, c'est absolument, c'est des gains de temps. Alors, qu'on soit passé, il y a ces deux choses très très séparées. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'histoire des colorants qui est relativement indépendante de l'histoire de la technique d'impression. Qu'on soit passé au cadre rotatif, qu'on soit passé, ça c'est clairement c'est des améliorations techniques formidables qui permettent de produire plus et plus vite. D'accord. Là-dessus, il y a rien. Il n'y a pas de souci. Ouais, là, il n'y a pas de voilà. Et abaisser les coûts, éventuellement abaisser les coûts. Enfin, ça c'est fondamental. Toute cette révolution, c'est vraiment le moment charnière de la révolution industrielle. Hein. C'est vraiment, c'est d'un seul coup voilà, l'avènement de l'industrie, produire plus vite, produire moins cher, clairement. D'accord. Pour un plus grand nombre. Après, et produire standardisé aussi, hein, produire la même chose pour tout le monde. C'est un peu aussi la grosse question, hein, qui est celle aujourd'hui avec laquelle on bataille. Hein. Pourquoi produire tout pareil bon, ça c'est un des grands freins. Alors, et puis l'histoire des colorants. Bon, ça, je pense que Michel, Clément, tout le monde vous en ont parlé. Bon, hein, pourquoi on est arrivé au colorant de synthèse? Bah, effectivement, c'est cette histoire d'abaisser les coûts, clairement, et de standardiser. C'est-à-dire que, effectivement, d'aller vers quelque chose de plus répétitif, de manière peut-être plus homogène, constant, voilà, et d'abaisser quand même un peu les coûts. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on revienne à la teinture végétale? Parce que aujourd'hui, comme on en parle, c'est que sur l'industrie textile, il y a quand même énormément de pollution de l'eau et des sols, notamment avec la partie teinture. Et en fait, moi, je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on revienne, ou que les entreprises soient pas obligées, mais naturellement reviennent au colorant naturel? Alors, moi, ma vision des choses, c'est peut-être, en fait, les freins, je suis pas sûre qu'ils soient du côté de l'industrie, pas du tout. En fait, je crois pas. En fait, je pense que on n'en est plus trop là. On y était peut-être là il y a 10 ans, mais je pense qu'on n'en est plus trop là. Je pense qu'il y a
plus d'industriels, enfin, ou de manufactures qui soient pas énormes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une question d'échelle. Voilà. Ça n'aurait aucun sens, si, en admettant qu'il n'y ait pas de frein, il y ait zéro frein, que tout le monde, aucun sens que toute la production actuelle soit en naturel. Ça n'a aucun sens. Cultiver, on va perdre du sol cultivable pour des colorants naturels, on a besoin de nourrir la planète, ça n'a juste aucun sens. Ça ne peut devenir que des choses. En fait, c'est une réflexion tellement globale. C'est-à-dire comment je pourrais ordonner les choses pour dire ça. Notre problème, il y a bien sûr une histoire de pollution des sols, de retraitement de l'eau, ça on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, une industrie propre, ça existe, avec des colorants de synthèse. C'est une histoire de moyens, c'est une histoire de lieu, c'est une histoire de volonté. En France, les industries textiles qui travaillent en synthétique avec les normes, et s'ils sont responsables, je suis pas tellement sûre que ce soit vraiment plus polluant que en naturel. La seule chose, c'est qu'il faut prendre les moyens, le temps de retraiter correctement leur eau, et il y en a qui le font. Mais ça, on est en France, en Europe, des usines de pointe qui sont extrêmement conscients et qui, intègrent dans leur coût de fabrication, donc ils sont beaucoup plus chers. Ils intègrent dans leur coût de fabrication la rigueur de leur retraitement d'eau, prendre des très bons colorants. Ils travaillent en ce moment, j'ai une étudiante qui travaille là-dessus avec un industriel français sur comment diminuer la quantité de colorants, comment diminuer la quantité de produits, etc., pour être de plus en plus vertueux. Mais ça, pour moi, le problème, il n'est pas tellement là, en fait. Le problème, il est dans la mondialisation et dans le ailleurs, parce que la rigueur que peuvent avoir ces industriels-là qui prennent le temps, l'argent, donc dans leur coût, pour être propre, c'est une volonté que n'ont pas évidemment, voilà, et n'ont pas les fabricants partout dans le monde, à l'autre bout du monde. Et qui est responsable de ça? Nous, d'une certaine façon, avec la fast fashion. Absolument, nous et surtout, les commanditaires, c'est-à-dire ceux qui veulent pas payer les euros de plus pour fabriquer de manière correcte, vertueuse. C'est tellement global. Et les industriels français aujourd'hui, j'en connais quelques-uns, mais ils sont prêts sur le naturel. Ils sont prêts. Est-ce que techniquement ils sont prêts, mais juste ils n'ont pas les commandes. Et globalement, ils sont prêts. C'est pas un problème. C'est-à-dire qu'en fait, super. Ils veulent bien, c'est pas le souci, mais ils n'ont pas les commandes. En fait, leur gros souci, et même en synthétique, c'est leurs commanditaires, les grosses boîtes, qui vont refaire faire 15 fois des essais pour que la couleur, elle soit de manière obsessionnelle, qu'elle puisse être dans 2 ans, dans 3 ans, exactement la même teinte, que des stylistes, des designers, soit où la partie marketing, etc., soit en train de refaire faire et des essais. Trop homogène. Voilà, l'homogénéité, une espèce de chose complètement maladive qui fait que, on s'en sort pas, quoi. Et donc, il n'y a pas les commandes derrière parce que les commanditaires ne sont pas là et parce que ils imaginent, ou peut-être, j'en sais rien, le consommateur. Alors, ça, c'est la grande question. Est-ce que le consommateur est prêt? En tous les cas, les commanditaires, ils veulent pas éduquer leurs consommateurs dans ce sens. Ou est-ce que réellement le consommateur est pas prêt? Ou est-ce que les marques ne veulent pas faire ce pas parce que ils ont peur d'être mis de côté, discrédités? Enfin, je veux dire, c'est toute une chaîne qui est pas prête derrière. Moi, j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, là, voilà, que chez Hermès, ça fait très longtemps, et je veux bien l'entendre parce que les ateliers AS, c'est une usine. C'est la Rolls-Royce de l'impression en France. Ils sont de pointe. Je veux dire, ça fait longtemps, très longtemps, qu'ils sont en train d'étudier le naturel, très très longtemps. Donc ils sont au point, c'est sûr. Je veux dire, ces gens-là, ils sont trop intelligents et trop pointus pour ne pas être au point là-dessus. C'est clair qu'ils sont prêts, mais il faut pas le pas. Je veux dire, demain ça marche, demain il y a la commande, ou demain il y a l'impression que, mais en fait ils font pas le pas.
Et ils font, alors Hermès par exemple, c'est très évident, ils font pas le pas. Pourquoi? Parce que leurs clients, c'est les 0, je sais pas, 1% de la population mondiale les plus riches, mais ça les concerne pas. La question de l'écologie. De l'écologie. Ils en ont absolument rien à faire. C'est-à-dire que c'est pas juste leur problème. De toute façon, ils prennent l'avion pour traverser à l'autre bout du monde, pour aller s'acheter un sac Hermès, je sais pas quoi, un truc. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire c'est juste pas du tout leur souci. Donc on est quand même dans un cercle. On a du mal à sortir de ce cercle-là. Donc, pour que des grands comme Hermès, qui par exemple sont déjà prêts techniquement vu qu'ils sont à la pointe, pour que eux basculent, c'est soit un consommateur qui est averti, qui est sensible et conscient, soit ça peut être des textes de loi qui obligent les entreprises. Est-ce que ça pourrait être envisageable que l'État demande que l'État propose une partie de la production en teinture naturelle? Tout à fait. Si on prend Hermès, est-ce que c'est réellement intéressant qu'Hermès passe en naturel? Je suis pas sûre, parce que des usines comme ça, elles ont les moyens de faire du synthétique propre. Elles ont les moyens. C'est pour ça que la place du naturel, elle doit être là. Elle est importante, mais il faut pas imaginer que ce soit intéressant de remplacer le synthétique par le naturel. Ça n'a pas de sens. Enfin, pour moi, personnellement, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se tue et ce que je me tue à dire aux étudiants qui parfois disent le naturel, c'est écologique. Je dis non, le naturel, ce n'est pas nécessairement écolo, parce que ça consomme beaucoup d'eau, parce que je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas parce qu'on utilise des colorants naturels qu'on est vertueux. Ouais, donc il faut pas faire de raccourcis, mais il y a quand même, en fait, il faut distinguer plusieurs choses et vous mettez le doigt dessus et c'est hyper intéressant. C'est que les industriels, il y a des industriels qui sont déjà propres avec du synthétique. Bien sûr. Par contre, il y a des pays où les normes de retraitement des eaux et où les usines et le matériel n'est pas à la pointe. Et les colorants ne sont pas on va dire, de qualité pour ne pas être trop impactants. Donc, il y a cette partie-là. Et de l'autre côté, il y a la coloration, enfin, la teinture naturelle, qui, si elle est bien faite, avec un respect des quantités d'eau, des quantités de pigments, etc., peut être intéressante, mais il faut pas faire le raccourci de synthétique veut dire polluant et teinture naturelle veut dire écologique. Absolument. C'est ça ce que je comprends? Très bien, c'est tout à fait ça. Et en plus, à un moment donné, si les colorants naturels devenaient, imaginons, c'est pas possible, mais imaginons que d'un seul coup, ce soit utilisé à un niveau d'une consommation énorme. Mais on se retrouverait dans les mêmes problèmes de concentration, de rejet. L'excès pose problème dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est l'excès qui pose problème. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire comprendre, nous, ce qu'on essaye de faire comprendre à nos étudiants. Voilà, que ça a plein de qualités. Et en fait, là où c'est intéressant aussi, c'est dans le changement de mentalité et de paradigme. C'est-à-dire que le naturel, c'est pareil, c'est intéressant si on utilise des colorants locaux. C'est la localité qui est intéressante. On fait avec ce qu'on a là, et puis on fait dans des quantités raisonnables. C'est-à-dire qu'on consomme d'une manière intelligente. C'est le sens qui est intéressant. C'est-à-dire que le bon sens. Pour moi, c'est l'ajout de sens en plus. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est majeur. Pour moi, quand même, juste le bonheur du naturel, c'est juste la couleur. On oublie de dire le truc le plus principal de ce champ chromatique qui est naturel. C'est juste dans l'éveil des sens. Juste le naturel, c'est quand même la couleur. D'abord, parce que c'est juste merveilleux, esthétiquement parlant, et puis dans le sens. Je veux dire, c'est ça. C'est un monde, et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est ça que l'industrie a complètement appauvri. C'est cette espèce de normalisation, c'est cette espèce de platitude des choses. La question, pour moi, c'est pas tellement le naturel qui va nous sauver en tant que pollution. Non, faut pas le prendre comme ça. Il peut être polluant, il peut être mauvais, et en plus, s'il est excessif, il l'est de toute façon. D'accord. Par contre, la grande force c'est cet ajout de sens, cet ajout d'émerveillement, j'ai envie de dire, cet ajout avec la gamme de couleurs que propose la gamme de couleurs. Enfin, je sais pas, je trouve que
porter ou d'abord ça se voit et en plus sur soi, c'est-à-dire un vêtement dont on sait que la plante c'est telle plante, elle a poussé là, elle a été transformée. Enfin voilà, c'est retrouver un lien avec la nature aussi. Absolument, c'est tout ce sens quoi. C'est-à-dire c'est retrouver une émotion, un affect, c'est remettre voilà tout cet aspect affectif primordial dans qu'est-ce que je porte ou qu'est-ce que je mets chez moi. Et ça, c'est tout ce qu'on a perdu. Et justement là-dessus, Isabelle, il y a un sujet qui est important et qui revient souvent, c'est l'histoire de la transmission de l'art de la teinture, mais aussi de l'art de l'impression. Comment vous transmettez aujourd'hui ce savoir? Je crois comprendre que c'est essentiellement par tout ce qui est cours, donc dans l'école. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les matières qui sont étudiées par vos élèves, un petit peu comment ça se passe, les types d'enseignants, les types de pratiques, etc. sur le parc Art et Déco de Paris? Art Déco, ouais. Alors, les étudiants aux Arts Déco, ils font 5 ans aux Arts Déco. La première année, c'est une année un petit peu de tronc commun où ils peuvent naviguer un petit peu dans quelques ateliers et puis vraiment être dans la transversalité et avant de décider dans quel secteur ils vont aller. Il y a 10 secteurs dans l'école, des secteurs qui sont vraiment option trade design, design vêtements, design textile et matières, design objets, architecture intérieure, images imprimées, design graphique, cinéma d'animation. Et alors avec des secteurs qui sont un petit peu plus artistiques, photo, vidéo, art espace, donc j'en ai forcément oublié un. Zut, bon, voilà. Grosso modo, il y a 10 secteurs qui sont un peu plus design ou un peu plus art, mais voilà. Quand ils arrivent en design textile et matière, là, on essaye d'avoir un parcours où d'abord on les ouvre à quelque chose qui est un petit peu sans leur parler trop produits, cibles, environnement, mais d'être vraiment plus créatif. Mais dès qu'ils rentrent dans l'école, par exemple, depuis quelques années, la première semaine qu'ils passent dans l'école, ils teignent en naturel des fils qui vont tisser la semaine d'après ou tricoter. Donc c'est leur première arrivée dans le secteur déjà, immersion totale, couleur naturelle dans l'atelier, dans notre atelier d'ennoblissement. Alors les grandes matières, on va dire et les grands points forts qu'on essaye de leur donner, c'est vraiment ce sens de la couleur. Textile, c'est la couleur, le graphisme parce que voilà la conception graphique en général, le tissage, la maille et l'impression. Voilà, donc c'est vraiment les matières vraiment principales. Donc ils naviguent entre ça, mais toujours avec un lien entre les deux, c'est-à-dire qu'ils dessinent des choses qui vont venir imprimer, ils dessinent des choses qui vont les inspirer pour faire de la maille, du jacquard tissé. Enfin toutes ces choses sont mélangées, la couleur, le graphisme, la maille, le tissage, la matière de manière intrinsèque. Et à chaque fois, tout leur parcours, chaque semaine, tout le temps, ils sont un peu dans les ateliers, que ce soit l'atelier d'ennoblissement, l'atelier maille, l'atelier tissage, toute l'année, tout le temps. Voilà. Alors, c'est la pratique toujours qui rebondit entre un peu de théorie, mais c'est toujours de la réflexion, du concept, étudier, voilà. Mais c'est surtout développer les outils de réflexion et les outils pratiques pour être des concepteurs et pouvoir réaliser dans tous ces domaines-là. Et puis plus ça va, plus ça s'ouvre. Ils peuvent aussi travailler la matière en dehors de nos ateliers qui sont stricto sensus textiles et réaliser de la matière partout dans les ateliers de l'école qui peuvent être des ateliers bois, résine, métal, céramique, tous ces ateliers-là. Donc ils travaillent la matière en croisant les ateliers. Voilà, donc c'est vrai que c'est une école qui est riche parce que et c'est dans les croisements et qu'ils apprennent à être très créatifs et qu'ils aiment ça d'ailleurs. Et dans les débouchés, dans les élèves qui sont sortis de l'école, que vous avez accompagnés et qui se sont plutôt orientés sur la couleur végétale, est-ce que vous avez des domaines ou des noms à citer de personnes? Qu'est-ce qu'elles ont eu comme débouchés? Des étudiants qui se sont vraiment orientés de manière très claire, uniquement teinture naturelle, à part Clément, qui est quand même évidemment le plus évident parce qu'il est très radical et qu'il a fait un parcours merveilleux dans ce domaine-là et que voilà, il ne cesse de devenir plus pointu, plus compétent, plus
à tous les niveaux. En fait, il y a aucun étudiant autre qui s'est spécialisé dans la couleur naturelle. S'il y a une étudiante qui a monté une petite marque, alors qu'à l'école, elle n'était pas trop intéressée par ça, puis finalement, elle a monté une petite marque où elle fait pas mal de choses avec de l'indigo, mais exclusivement de l'indigo, puis sinon des fibres, enfin qui est une petite marque dont il faut que je retrouve le nom. D'accord. Il m'échappe. Je le mettrai en commentaire dans le podcast voilà. Une fois qu'on aura fini. Ouais, ok. Avec des fibres naturelles et puis un petit peu de teinture, de l'indigo, mais vraiment des étudiants qui se sont spécialisés là-dedans, non, très peu. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans leur parcours, il n'y a pas encore de lieu de fabrication. C'est-à-dire que soit ils deviennent artisans, cette étudiante dont j'ai oublié le nom de la marque, mais soit ils produisent eux-mêmes, mais sinon. Voilà. Il n'y a pas d'entreprises qui sont prêtes à les accueillir pour les aider à développer cette partie-là. Donc les débouchés aujourd'hui, c'est bouché parce que de l'autre côté, il n'y a pas forcément d'opportunité. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'opportunité. Donc à part des chevaliers comme Clément qui est parti en croisade et qui a décidé de faire tout en naturel dans le domaine dans lequel il s'est développé. C'est un peu cet ordre-là, faut batailler. Et voilà, il y en a qui seraient prêts, mais c'est très étonnant, c'est-à-dire que tous les étudiants qui prennent contact avec des petites manufactures, je pense aussi à une étudiante en ce moment en 5e année qui travaille sur justement le côté, la pièce unique, comment la pièce unique peut s'inventer dans une manufacture ou dans une industrie. D'accord. Elle a pris contact, donc c'est un sujet super intéressant, c'est comment on peut ramener de l'unique dans la série. Et elle a pris contact avec des tisseurs et imprimeurs. Et ils sont super intéressés par développer leurs compétences en impression naturelle. C'est hyper intéressant. Mais on est encore dans des micro-capsules. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qui vont le vendre encore aujourd'hui. Ouais, donc on revient à ce qu'on disait au début, il faut des commanditaires et des consommateurs avertis, il faut ouvrir un peu les champs pour qu'il y ait des débouchés. Donc du coup, on a cité donc Clément qui est l'épisode 3 du podcast qui va passer février, donc on pourra justement rebondir et ça c'est top. J'avais d'autres questions, c'était est-ce que autour de la teinture végétale, il y a des gens qui fédèrent cet art, cette pratique? Est-ce que vous connaissez des organismes ou c'est manquant? Dans les formations, pas tant que ça en fait. C'est un peu le problème. C'est des personnalités qui fédèrent. Et puis vous les avez déjà un peu rencontrés. Dominique Cardon, qui est vraiment la référence. Michel Garcia, qui est évidemment magnifique. Sandrine Rosier, que j'aimerais bien que vous rencontriez parce que c'est des ambassadeurs. Alors, il y en a d'autres. Pour moi, je dirais qu'il y a un petit peu deux voies. C'est-à-dire que la couleur naturelle, elle se développe. L'intérêt pour la couleur naturelle se développe quand même, mais plutôt dans un côté très loisir créatif, plutôt do it yourself. Il y a plein de gens qui font des formations, qui font des week-ends, pour que les gens... Alors, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ça aussi dans la couleur naturelle. Il y a la possibilité d'être pour soi dans une démarche d'auto-teinture et tout ça. Et c'est super intéressant parce que ça, je trouve que ça se développe beaucoup. C'est-à-dire qu'en tous les cas, on en entend pas mal parler. Des gens qui refont des jardins tinctoriales, qui font des AMAP. Ça peut-être Clément en a parlé de Cécilia Aguirre qui a fait une AMAP de plantes. Ça, c'est super intéressant. Aurélia Wolf qui fait aussi... il y a des gens qui ont des super belles initiatives dans le fait de se dire, à une micro-échelle, on peut remettre en culture une AMAP de plantes tinctoriales, c'est quand même assez formidable. C'est-à-dire que on peut acheter ou on peut cultiver après. Voilà, il y a des gens qui poussent dans ce qu'on a à voir dans son jardin ou justement acheter des plantes tinctoriales qui ont poussées en région parisienne. Et puis pour faire sa autoproduction, ça, je dirais que c'est une branche. C'est pas la branche industrielle. Ouais. C'est deux branches. D'accord. Donc il y a deux branches. Ouais. Voilà, de ce côté-là, je trouve que ça se développe, ça fleurit, ça a un grand intérêt. Et ça, je le vois à l'école. Tous les étudiants, j'ai envie de dire, tous, ils s'essayent dans tous les secteurs, pas qu'en textile.
ils font tous des teintures à base de leur, puisqu'on est vraiment dans le recyclage, etc. Donc la grande tendance, c'est mes déchets alimentaires, mes déchets végétaux, je teins, donc avec ce que j'ai sous la main. Voilà, ça c'est une des tendances. Bon, c'est super, hein, c'est sympathique, j'ai envie de dire, parce que il passe par cette heure. Effectivement, on peut teindre avec plein de trucs, mais c'est juste pas du tout les problématiques de la branche industrielle. Parce que teindre avec sa betterave, son chou rouge ou son curcuma, ou même ses peaux d'avocat, génial. Ça ne tient pas. Ça ne tiendra jamais, de toute façon. Et puis, il y a des étudiants qui, et ça aussi, c'est intéressant, qui font des doctorats. Alors, si j'en ai pas parlé quand même, mais quand même des étudiants qui sont actuellement en train de faire des doctorats. Et ça, c'est super intéressant, sur la réflexion de comment est-ce qu'on peut intégrer l'usure. Alors, l'usure, en général, ça peut être l'usure d'une fibre, mais ça peut être aussi l'usure de la couleur dans la vie d'un produit. C'est-à-dire qu'un produit, on ne conçoit pas des produits qui soient figés. Et c'était l'objet d'un diplôme d'une étudiante il y a quelques années qui aujourd'hui est en doctorat, Lou Ramage, c'est peut-être quelqu'un que vous pouvez contacter. Et elle travaille effectivement sur comment, et ça, c'est beaucoup de choses dans la mentalité à changer. Alors, bien sûr, c'est un doctorat, ça reste quelque chose très en amont, très pointu, mais comment est-ce qu'on pourrait, et comment elle a intégré l'usure de certaines couleurs, donc en cherchant volontairement à utiliser certains colorants. C'est le mot curcuma qui m'y a fait penser, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, elle a fabriqué des grandes pièces textiles qu'elle a imprimées ou qu'elle a tissées avec des fils qui étaient teints avec un curcuma qui allait passer de toute façon, mais qui a laissé la place à autre chose, un colorant qui tenait mieux derrière, et elle avait imaginé l'évolution du produit pour que dans son intérieur ou chez soi, le produit ne soit pas stable dans le temps, mais que son évolution soit pensée, réfléchie, et qu'on n'ait plus des produits immuables, qu'on ait des produits qui bougent, des produits qui vivent. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, j'ai envie de dire que il y a deux branches. Il y a la branche effectivement où on intègre ce côté-là, utiliser des déchets, mais on sera de toute façon dans quelque chose qui sera très volatile, qui ne sera pas stable. Donc réfléchir à la non-stabilité, c'est super intéressant. Mais si on veut actuellement, on est déjà loin devant quand on pense ça. On est un peu loin devant, puisqu'on voit bien que même sur un produit qui tient, qui est solide, qui a des super résistances, usure, lavage, lumière, etc., on n'y va déjà pas. Donc, et l'industrie, elle va s'intéresser à ça. Donc, des étudiants qui ont trouvé un débouché dans l'industrie, non, il y en a pas, puisqu'en fait, actuellement, il y a pas d'industrie puisqu'il n'y a pas de consommation là-dedans. Nos étudiants, ils sont plutôt sur ce débouché qui est finalement, qui reste très artisanal et qui reste très prospectif. Parce que quand est-ce que le consommateur sera prêt à acheter un produit qui va évoluer avec le temps, qui sera compostable? Ouais, on en a envie. On fait tout pour. Mais d'accord, on n'est pas tout à fait prêt. Les marginaux d'aujourd'hui, c'est Edgar Morin qui dit ça. Je voudrais bien le croire, Edgar Morin, que les marginaux d'aujourd'hui sont les dirigeants de demain. Ok. Alors, on y croit. On aimerait bien. Alors, heureusement, on voit ce petit changement. C'est-à-dire que moi, j'observe au travers de nos étudiants. Il y en a quand même qui commencent à se dire, mais il faut aller à l'intérieur. Il faut aller à l'intérieur du problème pour le faire bouger. Il faut pas rester à la marge. Il faut se frotter à la difficulté. Il faut réfléchir avec les industriels. Il faut faire bouger. C'est les comportements fondamentaux. Voilà, c'est préféré. Les petites séries, les produits qui sont réutilisables, les intemporels, la slow fashion, quoi. Okay. Mais qui a un coût et puis il y a plein de bonnes intentions, mais au moment de passer à l'acte d'achat, ça freine terriblement. Okay. On va repartir sur la couleur. Quel serait votre colorant, votre pigment ou votre couleur si elle devait vous définir et pourquoi? Alors, il n'y en aurait pas une, mais franchement, il n'y en aurait pas une parce que c'est impossible à dire. Non, mais alors là, je vais parler de la magie des couleurs naturelles. Et
Pourquoi est-ce que, par exemple, on commence aux arts déco, première chose quand ils arrivent dans notre secteur textile et matière, pourquoi on leur fait faire la couleur naturelle? Parce que c'est magique, c'est-à-dire c'est juste magique. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on leur montre, mais c'est même pas besoin de leur montrer, ils le voient. C'est-à-dire qu'en fait, ils teignent des fils, et ensuite ils tissent ou ils tricotent, et quasi, quoi qu'ils fassent, c'est harmonieux. C'est-à-dire que, suivant les affinités, les envies, les goûts, les attirances de l'un ou des autres, il se passe des choses merveilleuses. C'est-à-dire que la couleur, ça rentre, la couleur naturelle, et c'est les couleurs naturelles en général. C'est-à-dire qu'avec, 5 colorants de base, c'est un monde chromatique qui est d'une richesse. C'est-à-dire que, voilà, un l'indigo, la garance, la cochenille, le réséda, on va remettre quand même un ou deux jaunes, le bois de campèche, on en prend. Et puis après, on peut enrichir plus subtil avec tous les bois, certains tanins. Enfin voilà, si je vais j'en mets plus quand même. Je vais en mettre une dizaine. Mais avec ça, c'est un monde chromatique qui est merveilleux. Et quoi qu'on fasse, on pose les choses les unes à côté des autres. Et il se passe des choses, et c'est beau, et ça donne envie, et ça donne un élan, et on est fasciné. Bon, ça c'est inégalable. Et quand les étudiants ils appréhendent ça, ils le voient, effectivement ils sont conquis, ils ont envie de ça. Comme je vous le disais, comme on est quand même le but c'est quand même de leur donner un vocabulaire qui leur permet, un vocabulaire de savoir-faire qui leur permet de naviguer dans l'industrie en général. Ils apprennent évidemment tous les colorants et tous les pigments de synthèse pour pouvoir bien évidemment les comprendre, les manipuler de la même manière. Et notre grand problème quand même, c'est que on manque de temps. Et donc en fait, on a un peu l'impression que tout est malheureusement un peu survolé. C'est-à-dire que quand ils sortent d'une formation, et Dieu sait si on essaye d'approfondir, si ils n'ont pas eux-mêmes l'envie et si en 5e année, par exemple, ils n'ont pas la volonté de développer particulièrement ça, il faut que derrière, il y ait une envie de travailler derrière, parce que c'est trop vaste, trop long, trop compliqué pour dire que dans une formation, même de 4 ans dans un secteur comme l'école, ils sont performants. Ils sont pas du tout performants en sortant. Faut continuer à pratiquer. D'accord. Énormément. Quelle est pour vous la matière qui est la plus donc matière naturelle, j'entends. Quelle est la matière naturelle qui pour vous est la plus agréable à travailler et pourquoi? Avec les colorants naturels, la laine est assez merveilleuse parce que la laine et la soie, c'est vrai que les protéiniques, elles donnent une intensité de couleur qui est vraiment très très belle. Et puis j'ai vraiment envie de défendre la laine parce que dans cette démarche de relocalisation, en France, il y a des filières qui se remontent et on a un grand potentiel quand même parce que de toute façon, il y a de l'élevage, il y a des moutons. On ne concurrencera pas le mérinos australien. Mais on peut quand même, il y a plein de belles choses et la laine est merveilleuse avec les colorants naturels. Ok. Et le lin, donc le lin français. Voilà. Moi, je suis c'est tellement dans le sens de relocaliser les choses. Le lin, parce que le lin, le chanvre, la France, on a un grand potentiel là-dedans. Il y a des filatures de lin qui se remettent en France quand même, c'est important de le dire. Enfin, c'est merveilleux, des gens qui sont super militants pour redémarrer ces filatures en France. Et puis la laine, la laine, c'est 2 matières. Et c'est là où il y a des grandes affinités et là où il faut relancer ces filières-là et leur donner tout leur lettre de noblesse. Pour finir, Isabelle, est-ce que vous auriez un livre qui vous a inspiré, accompagné ou à recommander pour les gens qui écoutent? Non, parce qu'il n'existe pas le livre. C'est bien le problème. Il n'existe pas. Alors donc du coup, ce serait quoi le livre? Moi, je pense que il y a une Bible, c'est celle de Dominique Cardon. C'est quand même la Bible, hein. Donc celui-là, il nous accompagne. Celui-ci? Oui, voilà. Il est donc le monde des teintures naturelles. Bon, ça c'est notre Bible à tous. C'est vrai. Voilà. Oui. C'est hyper intéressant, mais dites donc que c'est riche, quoi. Je dis sans arrêt aux étudiants quand ils me posent une question,
Va voir dans la Bible, tu vois, tu vas voir. Potasse un tout petit peu, tu vas voir. Bon, ça c'est sûr. Mais Dominique Cardon, c'est vraiment les colorants, comprendre, tout ça. Et le livre de savoir-faire, le livre qui serait pointu et qui serait, c'est le livre que j'aimerais que Michel Garcia puisse faire un jour avec. Voilà. Avec. On va lui envoyer cet extrait de commande de livres techniques. Qui ferait d'ailleurs peut-être pas tout seul, qui ferait peut-être avec un Clément, avec une Sandrine, qui ferait avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les praticiens. Et en fait, ils sont sans arrêt en train par la pratique permanente et la recherche permanente, ils sont sans arrêt en train d'évoluer, d'affiner, de simplifier. Voilà. Et je vois par exemple que, quand on a commencé, moi j'ai été formée par Michel. Au début, ce que Michel nous disait, ce qu'il nous apprenait, et quand on se revoyait plus tard, il disait non, je fais plus comme ça, et encore il arrête pas de changer. Et Clément, il perfectionne à chaque fois. Oui, il perfectionne, il simplifie, il essaye il compile, il expérimente en permanence. Et le but étant d'avoir des savoir-faire, des recherches, et ça dépend à quoi on les destine. C'est-à-dire que le savoir-faire de quelqu'un dans sa cuisine n'a rien à voir avec le savoir-faire de quelqu'un qui veut assurer résistance, lumière, lavage. Donc, le livre qu'il faudrait, c'est un livre qui puisse dire, si on n'est pas trop exigeant, c'est telle recette. Mais si on veut aller plus loin, et si on a besoin de ça, c'est pas la même recette. Et si on est quelque part, il n'y a pas une, voilà. Ça n'existe pas. Un livre qui dise un petit peu la latitude de ce qu'on peut faire. Et dans une école comme la nôtre, par exemple, on est obligé quand même de faire des recettes qui soient un peu simplifiées, parce que c'est toujours une histoire de gain de temps. C'est pas la même recette, c'est pas les mêmes choses. Si on dit, qu'est-ce qu'on veut? On veut une résistance, on veut un noir parfait qui résiste. Alors là, c'est beaucoup plus de temps. Par exemple, qu'on n'a même pas dans une école. Mais est-ce que ça vaut le coup de l'avoir dans une école, cette résistance? Ça dépend quel est le projet. Si c'est montrer juste un projet, non. Mais en même temps, on aimerait bien pouvoir dire, mais oui, mais attention, si un jour tu veux avoir vraiment une couleur intense qui résiste, ce sera pas le même process. Donc, ce livre qui met en perspective, il n'existe pas. Dans le fond, est-ce qu'il n'est pas utopique d'ailleurs? Parce que il faudrait, Mais en tous les cas, un livre qui aurait cette approche. Donc, un livre technique avec les colorants, mais qui se réfléchit par l'usage final du produit. Bien sûr. On va relancer Michel là-dessus pour qu'il travaille s'il est OK. Parce que Michel, tout ce qu'il a produit, c'est de référence, c'est disques, c'est CD, ces choses-là, mais un livre qui serait vraiment, je pense qu'il n'existe pas trop, quoi. Et chacun, et puis c'est en perpétuelle évolution. Hein. Bon, écoutez, Isabelle, c'est parfait. Est-ce que vous avez un mot de la fin que vous avez envie de rajouter? Il faut essayer de rentrer dans c'est-à-dire que c'est un monde chromatique qui est tellement merveilleux que je suis à la fois très contente que même quand ça bricole et même quand c'est pas très abouti, que le plus de gens possible se frottent à ce monde chromatique, parce que c'est un éveil de la couleur qui est merveilleux, donc qui est fascinant. Donc je trouve garder la couleur naturelle, c'est un émerveillement de couleur. Donc d'une manière ou d'une autre, tous les gens qui essayent de le faire partager, quelle que soit leur manière de le faire partager, je trouve que très bien, parce que c'est une sensibilité qu'il ne faut pas perdre, qu'il faut retrouver. C'est une émotion de la couleur qu'il faut propager, en fait. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!